Bien. Bonsoir à tous. Merci de votre présence pour cette séance du Conseil municipal du 9 février 2026, la dernière de cette mandature 2020-2026. Avant d'entamer l'examen des rapports, j'aimerais qu'on prenne un temps. Je laisse rentrer les élus. Un temps d'hommage. Le tissu associatif falaisien a été lourdement touché en ce début d'année avec 3 disparitions de bénévoles sportifs qui auront marqué de par leur engagement la vie sportive de notre ville depuis plus d'un demi-siècle. Le 1er janvier, nous apprenions avec tristesse la disparition du docteur Jean-Yves Massé, à l'âge de 79 ans. Ancien médecin généraliste, profondément engagé, il avait accompagné avec humanité et dévouement des générations de Falaisiens, laissant le souvenir d'un professionnel attentif, respecté et proche de ses patients. Au-delà de la médecine, Jean-Yves Massé était aussi un homme d'engagement associatif. Pour lui, le bénévolat n'était pas qu'un mot. Il était à l'origine de la création de l'ESF Baltrap en 1972 à Rennes, club qu'il présida pendant 40 ans. Il avait été à l'initiative du déménagement du club vers la ferme de Saint-Léger en 1991, lieu qui accueille aujourd'hui l'ESF Baltrap, club qui est l'un des plus gros clubs associatifs de Baltrap de France, club qui a accueilli l'été dernier, on s'en souvient, le championnat de France de Baltrap, et enfin club qui dispose dans ses effectifs de champions du monde. Nous avons une pensée pour sa compagne, notre ancienne collègue Monique Baron, son frère, notre ancien maire Éric Massé, et l'ensemble de ses proches et amis du club de Baltrap. Le 27 janvier, nous apprenions le décès de Gisèle Morin, à l'âge de 59 ans, des suites d'une longue maladie. Gigi, pour les intimes, était une sportive dans l'âme, comme le titra la presse locale, puisqu'elle démarra sa carrière par l'athlétisme et le handball, avant de découvrir le badminton. Gisèle Morin était une ancienne championne de badminton et toujours présidente emblématique du club de Falaise. Figure incontournable du sport local, Gigi a consacré une grande partie de sa vie à la promotion du bad, qu'elle a porté avec passion, exigence et générosité. Vice-championne de France, elle avait parcouru le monde en participant à plusieurs championnats d'Europe et du monde. Par son engagement sans faille, elle a formé, accompagné et inspiré plusieurs générations de joueurs et de bénévoles, laissant une empreinte durable dans la vie sportive et associative de notre ville. On lui doit la création du tournoi international Les Volants du Conquérant au sein des 3 gymnases de la ville au mois de juin. Au-delà de ses performances et de ses responsabilités, nous garderons le souvenir d'une femme profondément investie, animée par l'esprit d'équipe, le respect et la transmission des valeurs sportives. Nous étions là encore nombreux pour entourer son époux Lionel, sa famille et le SF Badminton. Enfin, cet après-midi, nous avons accompagné le départ de Jacques Mottet, décédé lundi dernier dans sa 78e année. Né à Falaise en 1947, Jacques Mottet a fait toute sa carrière professionnelle au PTT, devenu par la suite La Poste. C'est pour son engagement auprès de l'ESF Handball que j'ai souhaité le mettre à l'honneur ce soir. Jacques Mottet a pris sa première licence en 1961. À l'époque, les cadres du club s'appelaient Jean-Pierre Gallon, Yannick Tamine et Michel Petit. Les matchs se déroulaient à l'époque dans la cour de l'école Baudreau. Pivot réputé, costaud et inarrêtable, grand et difficile à marquer, Jacques Mottet portera le maillot du club pendant 33 ans. En effet, c'est en 1994, âgé de 46 ans, qu'il arrêtera sa carrière. Mais ce n'est pas pour autant qu'il quitte son club de cœur, puisqu'il conservera encore longtemps sa mission de secrétaire du club, mission bénévole qu'il aura tenue près d'un demi-siècle. Nous pensons bien à sa famille et ses amis de l'ESF Handball. Pour ces 3 parcours exceptionnels d'engagement au service de la vie associative falaisienne, je vous invite, membres du conseil municipal de notre ville, à leur rendre un hommage empreint de reconnaissance en respectant une minute de silence. Je vous remercie.
Je vous informe que Madame Sandrine Petit a donné pouvoir à Madame Bénédicte Lebailly, que Madame Nathalie Peunier m'a donné pouvoir, que Monsieur Bastien Richard a donné pouvoir à Madame Magali Canon et que Madame Percheron a donné pouvoir à Jacques Lebré. Une des annexes a été modifiée au niveau du camping. Il y avait une problématique de marge. Elle vous a été communiquée par mail, l'annexe numéro 14. Je vous propose de procéder à la désignation du secrétaire de séance. Il revient à la majorité de désigner un secrétaire. Bastien Richard étant absent, c'est Grégoire Dergorn, le Benjamin du groupe. Je vous propose sa candidature au poste de secrétariat. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je vous propose de procéder à la ratification des procès-verbaux des séances du 17 novembre et du 15 décembre 2025. Ils ont été transmis sur la plateforme Il est libre. Est-ce qu'il y a des remarques sur le procès-verbal du 17 novembre? Non, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et le PV du 15 décembre, des remarques? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. Je vous remercie. Délibération numéro 2, délégation du conseil municipal, décision du maire depuis le dernier conseil municipal. Décision, 2506 portant occupation du domaine public des féeriques. Même chose pour le 107 et le 108. Décision 2509, avenant au marché 2025 DGS, réfection du système de sonorisation. 2510, décision budgétaire modificative, fongibilité des crédits. 2511, portant fixation d'un tarif exceptionnel pour la location du musée des automates. 2512, fixation tarif des stupes 2026. Le 113, tarif DGS 2026. Le 114, tarif DRT 2026. 115, DESS, tarif 2026. Donc ça, c'est la nouvelle mise en œuvre de la révision des tarifs. Quand il n'y a pas de modification substantielle ou de création de nouveaux tarifs, elles se prennent par décision du maire, ce qui permet d'alléger le passage en conseil. Et attribution de lot, le 2516, attribution du marché 2025-15 DRT, acquisition de matériel scénique, lot 1. Le 2517 pour le lot 2, le 2518 pour le lot 3, le 2519 pour le lot 4. 2520, attribution du marché 2025-22 de la DSTUP, travaux de sécurisation du marché hebdomadaire. 2521 portant occupation du domaine public pour de la vente ambulante. 2522 portant demande de subvention auprès du département du Calvados et pour une subvention bâtiment d'accueil. 2601 fixation tarif DSES 2026 annulaire en place, la 2515. Et la 2602 demande de subvention auprès de la région Normandie, c'est demande de subvention pour les projecteurs du forum. Voilà, ces décisions sont consultables auprès du secrétariat. Je vous propose d'en prendre acte. Je vous remercie. Délibération numéro 3, contrat départemental de territoire de 2022-2026, avenant modificatif numéro 2. En 2023, nous avions signé la ville de Falaise avec le département du Calvados, un contrat de territoire qui, pour les années 2022 à 2026. Le département propose un avenant pour décaler cette fin de contrat au 31 décembre 2027 avec quelques modifications dans l'annexe. Le département peut accompagner financièrement la ville pour un projet d'investissement répondant aux priorités de la stratégie Calvados Territoire 2030. Donc il faut que nos projets soient en cohérence avec les objectifs du département. Le délai de versement de la subvention limité à 5 ans après la commission permanente attribuant la subvention. Au-delà, la subvention sera jugée caduque. La date butoir pour le dépôt de demande de subvention est le 30 septembre 2027. Le département est fondé à demander le remboursement de subventions indûment versées si l'utilisation pour un autre projet, arrêt des opérations, modification de l'affectation du bien subventionné, chantier non débarré au bout de 3 ans ou non-respect des obligations du bénéficiaire de la subvention. Le projet d'annexe vous a été joint et je vous propose de m'autoriser sa signature. Est-ce qu'il y a des questions sur cet avenant? Je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Délibération numéro 4, avenant à la convention d'opération de revitalisation du territoire. Donc là, on parle de l'ORT. C'est un accord global avec les services de l'État dans le cadre de Petite Ville de demain, le projet de Petite Ville de demain. Et cette ORT prend fin le 6 mai 2026. Mais derrière cette ORT et ce projet Petite Ville de demain, nous bénéficions du financement d'un poste d'un chargé de mission Petite Ville de demain
et dont le contrat se termine à la fin de l'année. Et donc l'idée est de demander un avenant pour le prolonger jusqu'à la fin de l'année, de façon à ce qu'on puisse bénéficier de financement sur le poste de l'agent en question. Donc je vous demande, si vous en êtes d'accord, de m'autoriser à solliciter la communauté de communes du Pays de Falaise afin de formaliser un avenant à la convention cadre de l'opération de revitalisation du territoire et de m'autoriser à signer l'avenant en question que vous avez en annexe 2, puisque la petite ville de demain, on est 3, donc il y a Falaise, Potigny et Pondouilly. C'est la communauté de communes qui est signataire avec l'État. Les 3 communes le sont aussi, mais il faut transiter par la communauté de communes pour pouvoir activer éventuellement cette prolongation jusqu'au 31 décembre 2026. Est-ce qu'il y a des questions sur cet avenant ? Non, je le mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté, je vous remercie. Avenant numéro 1 porte au procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements affectés à la compétence assainissement entre la ville de Falaise et la communauté de communes du Pays de Falaise. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, lorsqu'on a procédé à la vente de la maison du gardien de la station d'épuration, on avait constaté que dans le cadre du transfert de la compétence assainissement, donc il y a un certain nombre d'années, là, quand la station d'épuration a été transférée à la communauté de communes, la maison avait été transférée en même temps. Donc pour pouvoir la vendre, malgré tout, nous en restions propriétaires, mais la communauté de communes en avait éventuellement l'usage si elle en avait besoin. La communauté de communes à l'époque nous avait dit qu'elle n'en avait pas usage et qu'elle nous autorisait la vente, chose que nous avons réalisée. Il convient maintenant de prendre une délibération de façon à ce que la communauté de communes puisse retirer de son patrimoine cette maison qui n'est plus dans le patrimoine dont elle a la charge dans le cadre du transfert de la compétence. Je vous propose donc d'approuver le projet d'avenant numéro 1 au PV contradictoire de mise à disposition des biens et équipements affectés à la compétence assainissement entre la ville de Falaise et la CDC du Pays de Falaise, joint en annexe, afin de permettre la sortie du bien immobilier dit logement du gardien du lit inventaire. M'autoriser mon représentant à signer le projet d'avenant numéro 1 au PV contradictoire et signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Délibération numéro 6. Approbation d'une convention de mise à disposition de policiers municipaux entre la commune de Falaise et la commune d'Aubigny pour une manifestation. Donc c'est une délibération que nous prenons chaque année. Vous savez que chaque année, la ville de Falaise met à disposition gracieusement 2 agents de police pour sécuriser la course des tulipes. Et donc, il convient de contractualiser, conventionner avec la commune d'Aubigny cette mise à disposition de 2 agents de police. Notons que la 27e édition de la course des tulipes aura lieu le dimanche 12 avril 2026. Le projet de convention de mise à disposition vous a été transmis et je vous propose, si vous en êtes d'accord, de l'approuver et de me permettre de la signer et signer tous les documents qui pourraient se rapporter à ce dossier. Il y a des questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération numéro 7, renouvellement de la convention de prêt à usage des terrains de football situés près de l'Épée Royale par la SAS RK à la ville de Falaise. C'est un sujet que nous avons évoqué récemment dans un autre cadre. Vous savez qu'un certain nombre de terrains de football annexes appartiennent à la société RK et que par biais de convention, elle met à disposition ces terrains au club, à la ville de Falaise et donc au club de foot. Sauf que l'accord qui a été signé, la convention qui a été signée en 2023 est arrivée à son terme fin août 2025. Il y a eu des discussions, puisque vous savez qu'on est en discussion avec l'entreprise RK. Après discussion avec eux d'un commun accord, nous proposons une prolongation de cette convention jusqu'au 31 décembre 2026, puisqu'à cette date, nous aurons beaucoup plus de lisibilité sur les projets de l'usine RK. Cette convention vous a été jointe en annexe 5. C'est consenti à titre gratuit. Et je vous propose d'approuver le renouvellement de la mise à disposition à titre gratuit des terrains de football situés rue de l'Épée Royale à Falaise sur la parcelle cadastrée BI 154 par la SAS RK à la ville de Falaise sur la base d'un prêt à usage d'une durée de 16 mois du 1er septembre 2025 au 31 décembre 2026, d'approuver le projet de convention de prêt à usage, joint en annexe et de m'autoriser ou me représentant à signer la convention et tous les sujets liés à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions ? Je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ?
c'est adopté. Délibération numéro 8, convention de mise à disposition à titre gracieux de locaux du domaine privé et d'infrastructures au profit du SDIS 14 et du PSIC de Falaise. Dans le cadre des excellentes relations que nous entretenons avec la gendarmerie et les pompiers, nous avons eu des discussions puisqu'ils sont en recherche de terrain d'entraînement. Et alors nous avons déjà accueilli durant cette mandature notamment le GIGN sur le château, sur un certain nombre d'espaces. Même chose pour les pompiers, des exercices ont été réalisés. Et il a semblé intéressant et opportun de contractualiser conventionner sur la mise à disposition ponctuelle de certains bâtiments pour faire des entraînements. Donc, le PSIC de Falaise au niveau gendarmerie et les pompiers de Falaise via le SDIS 14. Il y a des locaux publics, il y a des locaux du domaine privé. Donc c'est pour ça qu'on vous propose en tout 4 conventions. Une convention avec la gendarmerie sur les 2 types de locaux et une convention avec les pompiers sur les autres types de locaux. Les locaux qui sont concernés sont le centre de loisirs, situé 10 rue Saint-Jean à Falaise, les locaux rattachés à la cantine municipale, située 8 rue Saint-Jean, les bâtiments administratifs du centre socio-culturel, situé 1 rue des Prés-Montrés, le bâtiment administratif de l'espace Nelson Mandela, où ils font déjà des exercices, situé place Guillaume le Conquérant, le complexe sportif Bianco, situé rue des Champs Saint-Georges. Donc bien évidemment, ils utiliseront ces locaux lorsqu'ils ne sont pas utilisés, en dehors des temps d'accueil du public, et ils devront solliciter au préalable, pour accord, le responsable des sites, pour convenir des accords sur les jours et horaires d'intervention. Cette convention, pour une durée d'1 an, serait fixée jusqu'au 25 janvier 2027. Je vous demande, si vous en êtes d'accord, d'approuver cette mise à disposition gracieuse des locaux et infrastructures ci-dessus désignés au profit du SDIS du Calvados et du PSIC de Falaise, d'approuver les 4 projets de convention mis à disposition de ces infrastructures et de m'autoriser à les signer ou toute pièce se rapportant à ce sujet. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Nous allons attaquer le menu principal, à savoir le vote du budget, en commençant par la fiscalité. Délibération numéro 9, vote des taux d'imposition 2026. Magali Canon. Comme chaque année, lors du vote des budgets primitifs, la ville se doit de voter les taux de taxes qui permettront d'équilibrer le budget. La présentation du budget 2026 de la ville ne fait pas ressortir un besoin de recettes complémentaires. Il vous est donc proposé de maintenir les taux au niveau du vote 2025. Ce qui fait pour 2026 une taxe d'habitation à 15,74%, un foncier bâti à 48,86% et un foncier non bâti à 45,95%. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Délibération 10, neutralisation des amortissements des attributions de compensation. Magali Canon. En 2017, le législateur a autorisé les communes et leurs communautés de communes à compenser le transfert du coût de leur équipement lors du transfert d'une compétence par le biais d'une attribution de compensation en investissement. Cette attribution fait l'objet à Falaise d'un amortissement de 74 610 € sur 1 an chaque année. Cependant, afin d'éviter que cette dépense n'ait au final un impact sur le fonctionnement par le biais de l'amortissement, le législateur permet aux collectivités de neutraliser comptablement cet amortissement. Il est donc demandé au conseil municipal d'accepter de neutraliser les amortissements des attributions de compensation 2025 en 2026. Des remarques? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Délibération 11, reprise anticipée des résultats du budget principal de la ville. Magali Canon. Donc du coup, on ne va pas forcément dérouler dans l'ordre comme d'habitude. Mais voilà, on va faire... Donc cette année, le budget 2026 ne se déroule pas dans le même contexte que les autres années. En effet, 2026 étant une année d'élection municipale, celui-ci a été fait à minima juste pour permettre aux services de démarrer l'année. De plus, l'envoi des budgets étant avant le 31 janvier, il n'a pas été possible d'obtenir les comptes finaux de l'année 2025. Il a été convenu avec le comptable public de faire une reprise anticipée des résultats sur le budget principal de la ville ainsi que sur les budgets annexes camping et château. Toute comparaison avec l'arrêté 2026 n'a pas de sens. Une DM pourrait être faite par la prochaine équipe pour coloriser ce budget. Autre fait marquant,
c'est la fin en 2025 du budget SPIC du musée des automates. Donc celui-ci a été intégré au budget principal de la ville en 2026. Cette intégration va provoquer des variations dans plusieurs comptes comptables. La présentation de ce soir est une comparaison, je vais y arriver, de BP à BP. Donc, on commence par la reprise du coup anticipée des résultats 2025. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est les écritures restantes sur les comptes pour permettre de finaliser le compte financier unique de la ville, une procédure prise en concertation avec le comptable public, une procédure prévue et encadrée par la loi pour permettre de voter une reprise provisoire, et les résultats sont basés sur les montants en balance du 27 janvier 2026 dans les comptes du compte public. Donc, on attaque par le budget annexe camping du château. Donc pour la partie fonctionnement, un résultat 2024 de 0, un résultat provisoire 2025 de 0, donc ce qui nous fait un excédent cumulé 2025 de fonctionnement à 0. Pour la partie investissement, un résultat 2024 à 3 016,87 €, un résultat provisoire 2025 à 14 834,74 €. On a des RAR négatifs car on a plus de dépenses, donc ce qui nous fait un solde de financement d'investissement 2025 à 12 923,06 €. Du coup, le solde de financement d'investissement étant positif, il n'y a rien à couvrir, donc le résultat d'investissement est entièrement reporté, soit 17 851,61 €. Du coup, il faut voter à la fin de chaque... Donc, on peut les voter les trois en même temps avec le non, je crois que Vianney. C'est à la fin de chaque choix, non? On passe les trois reprises, Ah bon. on votera les trois reprises, une par une malgré tout. J'ai pas compris le bon et truc. puis on intégrera, c'est pas grave. Et Pour changer. Voilà, et les budgets, par contre, on les prendra un par un. Un par un, ça marche. Bon, bah, on continue alors. Donc, budget annexe Château Guillaume le Conquérant. Donc, même chose. Résultat 2024 à 0. Un résultat en fonctionnement, un résultat provisoire 2025 à 0. Un excédent cumulé du coup 2025 de fonctionnement à 0. Pour la partie investissement, un résultat 2024 à 72 202,84 €. Un résultat provisoire 2025 négatif à moins 8 109,83 €. La même chose, des RR en dépenses donc, du coup seulement, ce qui nous fait un solde de financement d'investissement 2025 à 26 718,01 €. Donc, comme pour le camping, le solde de financement d'investissement étant positif, il n'y a rien à couvrir. Donc, le résultat d'investissement est entièrement reporté, soit 64 093,01 €. Donc, pour le budget principal, Ville de Falaise, pour la partie fonctionnement, un résultat 2024 à 3 913 299,71 €, un résultat provisoire 2025 de 228 438,75 €, ce qui fait un excédent cumulé 2025 de fonctionnement à 4 141 738,46 €. Pour la partie investissement, un résultat 2024 à moins 561 932,39 €. Un résultat provisoire 2025 à moins 1 087 368,81 €. Cette fois-ci, on a des restes à réaliser positifs, mais ce qui fait quand même un déficit d'investissement 2025 à 2 040 820,20 €. Donc cette fois-ci, le solde de financement d'investissement étant négatif, il est nécessaire de le couvrir. Pour cela, il faudra puiser dans l'excédent de fonctionnement cumulé. C'est le petit schéma, les flèches, qui font que les 4 millions se répartissent sur les... Donc il nous faudra une réserve d'investissement pour la couverture du besoin de financement de la section à 2 040 820,20, un excédent de fonctionnement 2025 du coup à 2 100 810,26 € et un déficit d'investissement à reporter, lui, de 1 649 301,20 €. Donc voilà, nous sommes au bout. Bien, est-ce qu'il y a des questions sur ces reprises? D'accord. Donc, je vous propose de procéder au vote sur la reprise anticipée des résultats du budget principal de la ville, à savoir
de reporter provisoirement sur l'exercice 2026 le déficit cumulé d'investissement de 2025 pour 1 649 301 € et 20 centimes et d'affecter provisoirement sur l'exercice 2026 les 4 141 738 € et 46 centimes d'excédent de fonctionnement 2025 de la manière suivante: 2 40 820 € 20 centimes en réserve d'investissement pour la couverture des besoins de financement de la section d'investissement et 2 100 000 € 918,26 en excédent de fonctionnement reporté. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, 7 abstentions. Délibération 12, reprise anticipée. C'est l'opposition pour le PV. Ah d'accord. Reprise anticipée des résultats du budget annexe camping. Je vous propose de reporter provisoirement sur l'exercice 2026 le résultat cumulé d'investissement 2025 de 17 851 000. Pardon, 17 850, comme on était dans les millions pour l'instant, c'est pour ça. 17 851 € et 61 centimes. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 13. Reprise anticipée des résultats du budget annexe château. Je vous propose de reporter provisoirement sur l'exercice 2026 le résultat cumulé d'investissement 2025 de 64 093 € et 1 centime. Je me vois. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Nous attaquons l'examen du budget. Magali Calonne. Donc, nous allons passer en revue les 3 budgets primitifs pour l'année 2026. Pour le rappel, ce sont des budgets à minima qui intègrent des lignes pour permettre au service de la ville de démarrer l'année et de finir des investissements 2025-2026. Nous allons commencer par le budget primitif 2026 du budget annexe camping du château. Ce budget intègre la possibilité d'ouvrir un mois de plus à l'automne. En effet, à la fin du mois de septembre dernier, il y avait encore beaucoup de campeurs. Libre choix à la nouvelle équipe municipale de l'appliquer. Pour la partie fonctionnement, l'équilibre pour la partie fonctionnement s'élève à 138 879 €. Les charges d'exploitation et les charges de personnel, donc plus 14 000, ont été augmentées afin de prévoir la possibilité d'ouvrir un mois de plus. En contrepartie, les produits de location ont été également augmentés. La subvention d'équilibre a été augmentée de 3 000 a été augmentée de 3 000 €, soit 13 910 €. Celle-ci sera ajustée en fin d'année en fonction des résultats. Pour le fonctionnement, pour l'investissement, l'équilibre se fait à 22 852 €. Pour la partie dépenses d'investissement, celui-ci retrace les équipements nécessaires pour finaliser la création des tentes de cyclotourisme. Ces équipements sont financés par les amortissements et le résultat d'investissement cumulé provisoire de 17 581 €. Bien. Ce que je vous propose, comme il y a les reports, on peut le mettre au vote comme ça. On va le mettre au vote comme ça. Sauf si vous voulez faire une intervention générale, et dans ce cas-là, on vote les 3 à la fin. On vote? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget camping? Donc, comme on est en discussion, le seul sujet qu'il peut y avoir, c'est éventuellement la possibilité, comme je l'ai indiqué en commission finances, une réflexion sur l'ouverture du camping au mois d'octobre, puisqu'on s'est aperçu que l'an dernier, lorsqu'on a fermé le camping fin septembre, on avait encore 26 camping-cars sur le camping. Et au regard de l'essor de notre camping, des nouveaux produits qui vont être mis en place, notamment les prêts à camper pour les cyclistes, et en vue de 2027, les services s'interrogent sur la possibilité de reporter la fermeture du camping à fin octobre jusqu'aux vacances, plutôt que fin septembre. Donc on a préparé ce budget avec cette perspective, à charge pour les élus nouvellement nommés, désignés dans quelques semaines, de prendre la décision finale. S'il n'y a pas de remarques, je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Budget annexe Château Guillaume le Conquérant. Magali Canon. Pour le château, l'année 2025 a été une très belle année en termes de fréquentation. En effet, le château Guillaume le Conquérant a accueilli environ 84 000 visiteurs venus profiter du moment et de ses activités proposées tout au long de l'année.
La 23e édition des Médiévales, quant à elle, représente l'année record avec une fréquentation autour de 12 700 visiteurs sur la partie payante pour le fonctionnement. Du coup, peu de variations par rapport à 2025. L'équilibre s'élève à 990 475 €. Pour la partie dépenses, on note par exemple 408 000 de charges de personnel et 162 000 € pour les médiévales, pour le budget des médiévales. Pour la partie recettes, 629 000 € pour la boutique et la billetterie, 62 000 € pour les médiévales, de subventions et de location d'emplacement du marché médiéval. La subvention d'équilibre est quant à elle à 231 822 €, soit 22% du budget. Elle sera ajustée en fin d'année. Pour la partie investissement, l'équilibre se fait à 112 933 €. Sur la partie dépenses, on note l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour refaire la scénographie du château suite à l'arrivée de la dernière pièce de la tapisserie pour le Millénium. 60 893 € donc pour la scénographie et 50 000 € pour de nouveaux investissements non définis dans l'attente du retour de l'AMO. Pour la partie recettes, ces dépenses sont financées par les amortissements, le FCTVA et l'excédent d'investissement provisoire reporté de 64 093 €. Bien. Bon, un budget un peu comme chaque année, hein, prudent sur le nombre d'entrées, puisque on se réserve toujours, surtout que cette année, on aura à l'automne les travaux du bâtiment d'accueil, qui pourraient potentiellement perturber un peu l'activité. Donc une prudence sur le nombre d'entrées au château, et donc par voie de fait sur la boutique, donc, ce qui explique une subvention d'équilibre plutôt à un niveau élevé, en espérant que lors de la fin d'année, on ne soit pas à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des questions sur ce budget château? Si ce n'est pas le cas, je le mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vous remercie. Le budget principal de la ville, Magali Cannon. Comme le budget primitif 2025, ce budget est présenté avec des résultats provisoires anticipés. Les résultats définitifs seront adoptés avant le 30 juin par la nouvelle équipe lors du vote du compte financier unique. Par ailleurs, en fin d'année, la clôture du budget annexe du musée des automates entraîne son intégration au sein du budget principal et donc, comme cela était déjà mentionné lors du DOB, présenté le 15 décembre 2025, une évolution de l'ensemble des chapitres budgétaires ça impactera tout. Alors, le budget primitif de la ville s'équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de 23 412 063,72 € précisément. Pour le fonctionnement, en 2026, les dépenses de fonctionnement sont prévues à hauteur de 13 millions, incluant 1 313 000 de postes budgétaires à caractère non exécutoire. Il y a une baisse de la part des charges courantes au profit des charges de personnel par rapport à 2025. La masse salariale représente 59% pour l'instant, soit 6,4 millions. Et sur le schéma, du coup, le autre, ça représente juste les charges financières exceptionnelles et l'atténuation de produits. Nous allons passer aux détails. Donc pour les charges à caractère général, pour rappel, les dépenses à caractère général représentent 26% des dépenses en fonctionnement du budget. Ce poste intègre les dépenses de fonctionnement liées à l'activité de l'ensemble des services municipaux. Donc, par exemple, en termes de hausse principale, on a les entretiens et les réparations, les services extérieurs, la restauration scolaire. Et sur les baisses principales, par contre, on a les honoraires et la taxe foncière suite au travail, du coup, les résultats du travail d'optimisation fiscale avec la DGFiP. Pour les charges de personnel, une augmentation de 302 850 € par rapport au BP 2025. Donc, principalement, on trouve une augmentation des cotisations patronales et du SMIC, la mutuelle santé. Du coup, suite au transfert du musée, le personnel du budget, SPIC musée qui est intégré, plus 83 000 €. Les agents de la navette en année complète et un renfort des équipes sur plusieurs services, du coup le multi-accueil, Pôle environnement et le recensement de la population. Les autres charges de gestion courantes.
très peu d'évolution, mais le fait marquant étant les moins 105 000 dus à l'absence cette année de subvention pour le musée des automates. Une petite baisse sur de la subvention d'équilibre du château et 37 000 € de plus sur la hausse de la subvention d'équilibre du CCAS. Et on peut surtout noter 49 000 € de plus sur l'enveloppe indemnité des élus, afin de permettre à la nouvelle équipe qui sera en place de pouvoir mettre 8 adjoints, soit le nombre maximum autorisé. Cela pourra être ajusté après par la nouvelle équipe. Partie charges financières exceptionnelles. La baisse des charges financières résulte du désendettement de la ville. Le nouvel emprunt prévu sur 2026, s'il devait être réalisé, interviendra en fin d'année, ce qui n'entraînera alors pas d'augmentation des intérêts sur cette année. L'ensemble des intérêts du nouvel emprunt sera alors impacté que sur 2027. Les charges exceptionnelles, inclus en M57, incluent les annulations de titres sur exercices antérieurs. Il s'agit d'une provision pour permettre la régularisation d'écriture comptable. J'ajoute aussi que dans ce budget sur la partie dépenses, on note des atténuations de produits pour 41 000 €, des opérations d'ordre pour 1 million, ainsi que le virement à la section d'investissement pour un montant de 1 313 380 €. Donc, pour les recettes de fonctionnement. En 2026, les recettes de fonctionnement sont prévues à hauteur de 13 045 035,26. Les impôts et taxes, comme vous pouvez le voir, représentent donc 57%, soit 6,1 millions, et les dotations, subventions et participations, 35%, soit 3,7 millions. Pour la partie produits de vente et services, les recettes sont essentiellement constituées des recettes tarifaires de la ville, le multi-accueil, le centre socio-culturel, la saison culturelle, les droits de place et la mise à disposition de personnel. Elles sont attendues en hausse en 2025 car elles intègrent notamment l'intégration de la boutique et la billetterie du musée des automates, plus 92 000 €. Pour les impôts et taxes, il s'agit essentiellement de l'attribution de la compensation versée par la communauté de communes du Pays de Falaise. La baisse minime correspond à l'anticipation prudente d'une variation du fonds de péréquation intercommunale. Pour la fiscalité, le montant des bases a été revalorisé par le Parlement à hauteur de 1%, permettant à la ville d'augmenter naturellement sa ressource principale. Aucune augmentation des taux n'est prévue pour cette année. Et l'augmentation provient essentiellement de la revalorisation des droits de mutation inscrits à hauteur de 220 000 € en 2025 et de 250 000 € en 2026, soit plus 30 000. Les taxes sur le domaine public, la publicité extérieure et la consommation finale d'électricité sont stables. Les dotations et subventions. Du coup, on peut... Les subventions partenaires, donc moins 42 000 €. Donc on peut noter le conseiller numérique pour 25 000 €, l'UFCTVA pour 15 000 €, le département, une participation aux ateliers pour 16 000 €, les gymnases 38 000 €, le MAC pour 120 000 €, l'ODIA, la programmation pour 6 500 € et la thèse 53 000 €. Plus 65 000 sur la DGF, la dotation globale de fonctionnement, du coup, avec quand même une dotation forfaitaire à moins 7 000, une DSR à plus 4 000, une DSU à plus 3 000 et la dotation nationale de péréquation à moins 5 000. On a aussi moins 40 000 sur les compensations fiscales. C'est une projection de la diminution de la compensation de l'exonération de 50% des taxes foncières des entreprises industrielles. Pour les produits de charges courantes, ce chapitre est composé des loyers perçus par la ville ainsi que des redevances de concession. Les loyers ont été recalculés en fonction de ce perçu en 2025, d'où l'augmentation de 24 000 €. Dans le même temps, 2 nouvelles concessions ont été signées en 2025,
l'aire de camping-car et l'affichage urbain. Ces 2 nouveaux contrats entraînent une augmentation de 14 700 € de nos recettes. Les produits financiers de la ville découlent essentiellement des placements réalisés lors de la fermeture de Molinex, ainsi que des différents legs perçus par la ville. La ville prévoit une seule reprise de provision concernant les créances douteuses. Et ces recettes correspondent au remboursement. Du coup, pour les atténuations de charges, peut-être que je lise le début, elles correspondent au remboursement de notre assurance statutaire de la caisse d'assurance maladie pour les non-titulaires et enregistre aussi la variation des stocks. Et on a une variation de 12 000 € avec l'intégration des stocks du musée des automates. Donc, pour la partie recettes, on note aussi également un peu plus de 87 000 d'écriture comptable pour l'amortissement des subventions d'investissement. Et pour finir, on a donc un excédent de fonctionnement cumulé de 2025 qui était de 4 141 000, mais on a vu tout à l'heure qu'il fallait qu'on en prenne une partie pour combler notre déficit d'investissement. Donc il ne nous reste que 2 100 918 €. Et celui-ci sera ajusté lors de l'adoption des résultats définitifs du CFU avant le 30 juin. Donc pour l'investissement, les dépenses d'investissement sont prévues à hauteur de 10 367 028,46 €. Donc je vous ai fait un peu un schéma pour vous montrer un peu dans les proportions ce que ça pouvait donner. Donc les dépenses relatives à la réalisation des projets communaux 2026 sont prévues à hauteur de 5 646 517 €. Les autres dépenses d'investissement, dont d'un montant de 4 720 511 €, incluent essentiellement donc le remboursement en capital de la dette, 208 400 €, l'amortissement des subventions d'investissement, 87 991 €, le reversement de la taxe d'aménagement pour 50 000 €, l'attribution de compensation qu'on a vu tout à l'heure en délib pour 74 610 €, le versement du legs QINI pour 20 000 €, des opérations comptables de transfert pour 1 million, un déficit provisoire d'investissement 2025 reporté pour 1 649 301,20 €. Et afin de permettre une présentation de la section d'investissement en équilibre, 1 630 209 € sont inscrits au chapitre, mais ne seront pas réalisés. Ils représentent notre fonds de roulement annuel. Les projets, à noter que les projets représentent 54% du coût de la dépense. Donc voici graphiquement ce que ça peut donner. Pour la partie du coup recettes. Les recettes d'investissement, elles sont prévues pour le même montant à 10 367 028,46 €. Elles comprennent en premier lieu les diverses subventions octroyées par les organismes partenaires de la ville pour le financement des projets communaux pour du coup 2 527 728 €. En second lieu, elles incluent notre excédent de fonctionnement provisoire reporté de 2 040 820 € qu'on a vu tout à l'heure. Le virement à la section de finances de fonctionnement pour 1 313 380 €. 2 527 728 € de subventions de partenaires et 1 500 000 pour faire un emprunt pour faire l'équilibre. Celui-ci sera ajusté en fonction de l'excédent de fonctionnement définitif. Donc, si on fait un schéma que pour maintenant se rester focus sur les 5 645 517 € de projet, donc voici la répartition selon les 8 axes stratégiques de la montature. Donc, en détail, du coup, sur l'axe renforcer le lien social, apporter un service de proximité et développer la vie des quartiers, avec un investissement de 217 047 €. Donc on y retrouve 120 177 € pour la sécurisation du marché hebdomadaire, 50 000 € pour la réhabilitation de l'espace Pauline Roland et 45 315 € pour la sécurisation des aires de jeu.
Préserver les ressources naturelles. Donc 475 875 €. Un engagement fort pour limiter notre impact environnemental et valoriser notre cadre de vie naturel. 346 117 € pour le programme d'éclairage, 121 758 € pour la promenade des Cordeliers et 5 000 € de plantation d'herbes. Améliorer l'attractivité par le patrimoine. Avec 2 670 635 €, c'est notre investissement le plus important, reflétant notre engagement envers notre riche patrimoine historique et touristique. Dedans, on y trouve 1 545 000 pour l'église Sainte-Trinité, 560 5 055 pour le bâtiment d'accueil, 181 000 pour l'acquisition d'œuvres pour le millénaire 2027, 90 000 € pour les travaux de la reprise de charpente de l'hôtel de ville, 50 000 € pour la sécurisation des remparts, et 141 000 pour le relevage de l'orgue de Guibray. Accompagner l'urbanisation, c'est 373 477 € investis pour mettre en conformité notre ville. Du coup, 115 112 € pour la réserve de défense incendie, 105 000 pour la mise en conformité du réseau d'eau pluviale, 76 940 c'est les toilettes publiques pour la promenade des Cordeliers, et 38 500 € c'est pour l'OPA. Amélioration de l'habitat. Favoriser la mobilité. 813 565 € pour avoir une mobilité sécurisée. Le programme annuel de voirie pour 329 000. Le quartier de Guibray 2030, 206 035. L'axe nord-sud à 135 000 €. La voirie des airforts à 87 000 €. Et des aménagements cyclables pour 45 000 €. Avoir un accompagnement éducatif de qualité, un investissement de 125 102 € pour offrir les meilleures conditions d'apprentissage à nos enfants et soutenir les familles. On y trouve 62 257 € de travaux dans nos écoles, 13 261 € d'équipement pour le restaurant scolaire, 28 873 € d'équipement pour le MAC et 11 419 € de matériel et de mobilier pour pareil, les écoles. Le sport et la culture pour tous, 337 824 € d'équipements sportifs, 83 000 € pour la rénovation des terrains de tennis, 71 000 pour le sport boule et pétanque, 63 000 pour l'éclairage des pistes d'athlétisme. Et on a de l'autre côté 186 326 € pour la politique culturelle, avec l'équipement culturel pour 146 633 €, c'est l'éclairage du forum. 16 000 € pour une étude d'extension pour le cinéma et 10 000 € pour l'offre muséale. Tout ceci ne serait pas possible sans la gouvernance. Donc pour moderniser nos services, on y trouve les plus grosses actions, donc 137 000 € pour la vidéoprotection, pour renforcer la sécurité publique. On a 43 000 pour l'achat de véhicules de service et 141 000 € de travaux d'entretien essentiels et d'accessibilité dans les bâtiments communaux. Donc les points clés de ce budget 2026, c'est l'équilibre budgétaire, donc à 23 millions avec l'intégration du musée des automates. En investissement humain, on a une hausse de 5% des charges de personnel avec des renforts ciblés, une fiscalité stable, aucune augmentation des taux prévus, seulement la revalorisation naturelle des bases à 1%, et un désendettement avec une baisse de 24% des charges financières grâce à une gestion plus prudente. Voilà, j'ai fait le tour. Merci Magali pour cette présentation. Madame Devel. Bonsoir. Bonsoir. Mesdames, Messieurs les élus, alors comme ça vient d'être dit, c'est le dernier budget de la mandature présenté à minima au vu de l'année électorale. Donc je ferai simplement quelques remarques d'ordre général sur les données budgétaires. Alors malheureusement, on constate que cela devient une habitude de ne pas présenter le résultat définitif de l'année N-1 en même temps que le vote du budget. Vous invoquez l'avancement du calendrier en raison des élections à venir. Pourtant, c'était déjà le cas l'année dernière. Cette manière de procéder entretient un flou regrettable.
On nous a annoncé en commission finance un résultat potentiel autour des 600 à 700 000 euros, soit approximativement une différence de 400 à 500 000 euros. Cette manière de faire empêche d'avoir, au moment du vote du budget, une vision complète et sincère de la situation financière de la commune. Et ce flou, malheureusement, ne date pas d'aujourd'hui. Tout au long de la mandature, nous avons dû composer avec des incertitudes, des annonces approximatives, des écarts importants entre les prévisions et les réalisations. J'en prends pour exemple, et vous rappelez, le DOB 2021, la séance du 15 février 2021, où vous aviez annoncé un investissement, une réalisation d'investissement à hauteur de 17,17 millions d'euros sur 3 ans, 2021-2023, pour justifier la première augmentation d'impôts. D'ailleurs, on l'avait dit, et je ne sais plus si c'est Jean-Luc ou moi, on s'était exprimé pour vous indiquer que c'était impossible en 3 ans de réaliser ces 17 millions. Alors vous allez me justifier de tout ce que vous avez déjà justifié avec le Covid, avec l'inflation, avec la guerre ici ou là. Mais concernant cet investissement, vous nous avez annoncé un chiffre en DOB de 21 millions d'euros que vous avez sorti en décembre, cumulé d'investissement. Alors pour le bon travail de l'ensemble des conseillers municipaux autour de la table, que ce soit de la majorité ou de l'opposition, nous aurions aimé avoir un document récapitulatif des investissements réalisés. Je pense que les habitants ont consenti des efforts à 2 reprises sur leurs impôts. Ils sont en droit d'attendre des résultats lisibles et assumés. D'ailleurs, on a fait l'exercice avec les tableaux de la commission finance sur les opérations réalisées, si on parle vraiment que des projets et des travaux. Parce qu'en effet, dans ce que vous annoncez, c'est l'ensemble des dépenses d'investissement avec toute la partie financière. On le voit rien que dans la présentation de 2026, il y a 10 millions d'euros en investissement, mais il n'y a que 5,6 millions d'annoncés dans des travaux en investissement. On a fait l'exercice, on est à 16 784 374 euros si on enlève les restes à réaliser de 2025 sur 2026. Depuis le débat d'orientation budgétaire, vous nous appelez à faire au minimum, très bien, et on comprend, dans le cadre d'une année électorale. Alors commençons par là. Pourquoi inscrire en investissement 1 630 209 euros, millions d'investissements, appelés équilibre de la section d'investissement, et donc cette somme ne sera pas affectée, et inscrire en recette un emprunt de 1 500 000. Dans le cas d'un budget à minima, il aurait été plus juste de n'écrire ni cette dépense, ni l'emprunt, et laisser la prochaine mandature décider. Comme tous les ans, vous indiquez un montant d'1,6 million pour justifier un besoin de fonds de roulement. Ce fonds de roulement relève de la gestion de trésorerie, pas d'une inscription budgétaire en investissement. Présenter ces sommes aussi entretient la confusion et brouille la lecture du budget. À l'approche d'une échéance électorale, nous devrions au contraire faire preuve d'une exigence accrue de transparence et de sincérité budgétaire. Les habitants méritent des comptes clairs, des choix assumés et une vision financière cohérente. Pour terminer, c'est le dernier exercice budgétaire de la mandature. Je voulais remercier publiquement les élus de mon groupe pour leur engagement à mes côtés ces 6 dernières années. Donc merci à Jean-Luc, Valérie, Loïc, Béatrice, Didier et Chantal pour votre présence et votre investissement à mes côtés. Être dans l'opposition est un exercice difficile quand on est ou on a été en responsabilité. Donc je vous remercie pour votre fidélité à mes côtés et votre loyauté. La vie publique n'est jamais un long fleuve tranquille et c'est important de pouvoir compter sur des hommes et des femmes de qualité engagés pour le bien commun. Nous nous abstiendrons sur ce budget 2026. Bien, merci. Je ne reviendrai pas, parce que comme vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois qu'on est en désaccord sur un certain nombre de remarques. Oui, de fait, nous prenons les restes à réaliser, puisqu'à partir du moment, mais depuis le début, on est en désaccord là-dessus, à partir du moment où on engage des projets, je pense à Trinité, à partir du moment où ils sont engagés, à partir du moment où les marchés sont signés, la collective ne va pas faire marche arrière. Donc même s'ils sont réalisés que sur 2026, oui, nous prenons en compte les dépenses liées à Trinité, nous prenons en compte les dépenses liées à la vidéoprotection, nous prenons en compte les dépenses qui sont pour la rénovation des cours de tennis, nous prenons en compte les investissements liés à la sécurisation du marché. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça. Et oui, de fait, on arrive à 21 millions. Voilà. Non, alors, si je peux me permettre... Avec les restes à réaliser, on a 19 412 240 euros. Je n'ai pas les chiffres là. À la rigueur, vous pouviez les poser en commission finance la semaine dernière. Vous ne l'avez pas fait. On pourra vous les fournir.
Mais en tout cas, les 17 millions sont largement dépassés. Et j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard. C'est juste 2 points qui m'ennuient un peu, c'est sur la transparence et la sincérité. Et j'en profite pour saluer la présence de M. Martin de la DGFiP. Si nous avions présenté des budgets en manque de sincérité ou en manque de transparence, je pense que nous n'aurions pas eu le feu vert et le satisfecit de la DGFiP sur les chiffres qu'on vous a proposés. Donc je regrette fortement ce dernier propos sur la sincérité budgétaire. On n'a jamais rien caché. En commission finance, on vous a donné tous les chiffres. À chaque fois que vous avez demandé des pièces complémentaires, on vous les a données. Après, vous avez le droit d'être en désaccord sur la façon dont on a géré la ville. Nous, on rend la ville avec un endettement faible, avec une capacité d'investir pour l'année qui vient. Et on a mis en place un projet municipal avec un niveau d'investissement jamais fait à Falaise de toute son histoire. Donc je terminerai là-dessus et j'aurai l'occasion de conclure la mandature tout à l'heure à mon tour. Voilà, s'il n'y a pas d'autres demandes de parole, je mets aux voix ce budget. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc cette abstention, je vous remercie, il est adopté. Délibération suivante, 17, modification du tableau des effectifs, Jacques Lebré. Bonsoir à tous. Conformément à l'article L. 313-1 du Code général de la fonction publique du 23 février 2022, en vigueur au 1er mars 2022, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Afin de tenir compte de l'évolution des besoins et des mesures retenues par l'autorité territoriale, il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications du tableau des effectifs dont le détail est joint en annexe 16, que les dépenses en résultant soient couvertes par les crédits inscrits au chapitre 012. Donc sur l'annexe, vous avez 4 paragraphes. Le premier paragraphe, c'est la création de postes permanents sur la ville de Falaise. Donc le poste 55 et le poste 268. Il y en a un, c'est modification d'emploi de cuisinier, c'est une mise à jour des grades. Et l'autre, c'est création d'emploi, un renfort sur la petite enfance. Le chapitre 2, c'est création de postes pour accroissement saisonnier d'activité. Il y en a à l'espace de tourisme camping du 1er avril au 30 septembre 2026. Également au service d'entretien des bâtiments, un poste d'agent d'entretien à temps non complet du 1er avril au 30 septembre. Chapitre 3, les créations de postes pour l'accroissement temporaire d'activité. Service environnement et cadre de vie, 2 postes d'agents du 1er mars au 31 octobre 2026. Pour le château Guillaume le Conquérant, la création d'un poste SPIC Château, c'est la création d'emplois suite à une suppression du poste d'animateur culturel. Et pour finir, les postes temporaires et saisonniers d'activité pour le château, ils sont listés, donc vous en avez 3 postes à temps complet, un du 15 avril au 31 août, un autre du 1er juillet au 31 août et le 3e du 15 juillet au 31 août 2026. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce tableau des effectifs ? Non. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Délibération 18, demande de subvention au Conseil régional de Normandie, aide aux festivals et manifestations. Cécile Vaguerez-Marie. Bonsoir. Dans le cadre de sa politique culturelle en adéquation avec les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le CRADDET, la région Normandie soutient des festivals de toutes disciplines. Par son intervention, la région souhaite veiller aux événements générateurs de liens sociaux et participant activement à la mise en œuvre des droits culturels, contribuer à l'équilibre de l'offre culturelle sur les territoires, favoriser l'équilibre des disciplines, notamment en prenant en compte les esthétiques peu représentées. Ce dispositif vise à irriguer les territoires d'événements porteurs de sens, façonnant l'identité culturelle de la Normandie, favorisant leur appropriation par les Normands et l'attractivité de la région dans et hors de ses frontières. Un festival culturel repose sur la rencontre du public avec la création artistique dans un lieu et un temps donné. Il révèle d'une dimension festive et conviviale et s'inscrit dans un territoire. Dans tous les cas, un festival ne saurait se réduire à une journée. Il se distingue également d'une saison culturelle à l'année ou d'un cycle thématique dans le cadre d'une programmation régulière. Les fantaisies peuvent prétendre à ce soutien. C'est une première parce qu'on n'avait pas cette subvention. Donc
Donc on fait une demande puisqu'on nous a indiqué qu'on était tout à fait éligible. Donc les Faltésies peuvent prétendre à ce soutien par sa programmation d'artistes professionnels rémunérés uniquement, le respect de la législation en vigueur pour toute personne concourant à la réalisation de la manifestation, le budget cohérent intégrant des sources de financement diversifiées, notamment au niveau départemental et local, son ancrage territorial affirmé par la coopération et la synergie avec les acteurs et les opérateurs culturels du territoire dans une logique de réseau. Là, il s'agit du réseau Renard, on vous en parle parfois. C'est un réseau très actif sur les arts de la rue en Normandie. Et une présence d'une direction artistique identifiée. À ce titre, donc, la ville de Falaise sollicite une subvention à hauteur de 5 000 € pour la programmation des Faltésies. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à solliciter cette subvention auprès de la région Normandie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération 19. Demande de subvention au conseil régional de Normandie, accompagnement des théâtres de ville. Cécile Levaguerès-Marie. Alors cette subvention, on la demande chaque année, elle est à hauteur de 15 000 €. Elle contribue, dans le cadre de la politique culturelle, la région Normandie accompagne financièrement les théâtres de ville. Donc il s'agit du Forum Théâtre de Falaise, qui est considéré comme un théâtre de ville. Les critères d'attribution sont le projet artistique du lieu, ses engagements dans la coproduction mutualisée, son action en direction des différents publics et sa coopération interrégionale. Le forum, à travers sa saison, ses différentes actions, mais également et surtout la professionnalisation de la programmation, répond totalement aux objectifs de la politique régionale. La ville a programmé 22 spectacles pour 36 séances. Le nombre de spectateurs est de 5136, un taux de remplissage à hauteur de 64%. La saison de spectacle a pour objectif de présenter différentes esthétiques en écho au monde d'aujourd'hui, de soutenir les compagnies et notamment les compagnies régionales dans une démarche cohérente avec les théâtres du Grand Ouest et de développer l'action culturelle de manière aboutie entre la résidence et la diffusion. La saison a reçu le soutien précieux du département du Calvados, de la région Normandie, donc l'aide au théâtre de ville, de l'Onda, de l'Audia Normandie. Elle maintient également de précieuses collaborations avec les festivals Spring, les Boréales et les partenaires comme le Corège CDCN Falaise Normandie. Bien entendu, la médiathèque, le centre socioculturel et la microfolie. Le Forum Théâtre de Falaise s'engage et poursuit sa politique de coproduction résidence. Donc, cette année 2025-2026 a reçu 5 coproductions. La compagnie À Demain Mon Amour, coproduction mutualisée et résidence qu'on a pu voir récemment. La compagnie Mathilde, coproduction et résidence Georges Sans S avec le CDN de Rouen-Normandie. Modulus, le théâtre bascule, soutien financier, résidence et préachat. En juillet 2026, Vertical Détour, géopolitique autour du Petit Pois, avec la scène nationale d'Évreux. En 2026, novembre 2026, la compagnie 114, Je mérite de changer de gouffre, en lien avec le festival national Mythos de Rennes et le CDN de Lorient. Le forum a proposé les actions suivantes. Regard avec le lycée, qui est un dispositif. Le Forum Théâtre de Falaise a pris en charge des ateliers de Quentin Fleury, metteur en scène de la Grave Compagnie en direction des élèves du collège des Douys, convention avec la ville, le collège et la compagnie. La création du jeu de l'amour et du hasard a permis de montrer le travail du metteur en scène aux collégiens de Falaise et de Potigny. La microfolie mène également des actions de sensibilisation en lien avec la saison. Les bénévoles ont également, bien entendu, contribué au rayonnement par leurs actions avec les libraires, notamment la librairie Guillaume et Tourner la page. Je passe sur la programmation de 2026, vous la connaissez pour ceux qui ont le petit livret de la saison culturelle. Le travail en réseau se poursuit et s'affirme avec l'adhésion diagonale. C'est une adhésion qu'on a mis en place dès cette année, ainsi que la constitution du nouveau réseau en lien avec le festival Anthropocène. Ce réseau est constitué de la scène nationale d'Évreux, des halles de Bayeux, du théâtre municipal de Coutances, du festival Terre de Parole et de l'université de Rouen. À ce titre, la ville de Falaise sollicite une subvention à hauteur de 15 000 € pour l'action du forum Théâtre de Falaise. Il est demandé donc au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire à solliciter cette subvention auprès de la région Normandie. Merci Cécile. Est-ce qu'il y a des questions ?
Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Délibération 20, subvention pour les médiévales de Falaise. Grégoire Dagorne. Voilà, c'était la petite pause. Bonsoir à tous. Subvention pour les médiévales de Falaise. Je vous épargne voilà, le laïus sur les médiévales que vous connaissez par cœur. Vous dire peut-être juste qu'elles sont placées cette année sous le thème du voyage, qu'on a engagé quasiment la totalité des compagnies qui seront présentes. Donc on a un budget qui s'équilibre à hauteur de 162 000 euros. Et dans les grandes masses, 70 000 euros pour la programmation, 30 000 pour la communication et 62 000 euros pour tout ce qui est logistique et technique. Et en recettes, une billetterie toujours assez prudente à hauteur de 51 000 euros. Location des emplacements du marché pour 19 000 euros et puis des belles subventions, soutien de la région à hauteur de 20 000 euros, du département à hauteur de 20 000 euros, 3 000 euros pour la CDC du Pays de Falaise. On espère toujours avoir des partenariats privés, ce n'est pas le cas forcément tous les ans, mais là on inscrit une somme à hauteur de 2 000 euros et donc voilà, un global à 162 000. Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le projet tel qu'il est présenté, solliciter les subventions indiquées au présent rapport et autoriser Monsieur le maire à signer tout acte relatif au projet. Merci Grégoire. Des questions sur cette délibération ou sur les médiévales 26? Non. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté. La 21, fixation de tarifs et conditions d'application de la régie SPIC Château Guillaume le Conquérant. Grégoire Dagorne. Donc sur quelques délibérations qui vont suivre, il y a pas mal d'ajustements qui relèvent plutôt du bon fonctionnement des services. Donc là, on vous propose de faire évoluer des tarifs concernant les effectifs de groupes scolaires et aussi d'ajuster quelques tarifs concernant l'accès aux donjons lors des médiévales. Pour le premier point, suite aux différentes réformes et évolutions des dernières années dans les effectifs des groupes scolaires, les conditions de tarification pour les groupes scolaires actuellement pratiquées ne sont plus tellement en adéquation. Certaines structures, pour des raisons législatives d'encadrement et de taille, sont par définition des groupes à faible effectif, tels que les établissements spécialisés, CLIS, IME ou HUJ, pour les adultes ou enfants, les centres de loisirs ou centres aérés et maisons de l'enfance. Donc actuellement, le minimum d'effectifs pour bénéficier du tarif groupe est fixé à 20 personnes. Et forcément, ça pénalise tout un certain nombre de groupes qui souhaitent bénéficier du tarif pour venir au château. Et donc, pour répondre à cette évolution, lui demander la suppression de la mention d'effectifs sans minima effectif pour les établissements précités afin de leur faire bénéficier du tarif groupe. Et puis, il y avait quelques erreurs dans le barème des tarifs pour les médiévales. Donc, vous retrouvez l'ensemble des tarifs en annexe. Quelques erreurs qui créent des problèmes d'enregistrement et de logique statistique au moment de rentrer les tarifs. Vous avez tout ça en annexe 17 pour ce qui concerne ces petites corrections. Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la modification des tarifs pour les groupes scolaires, les ajustements tarifaires liés au médiéval et d'autoriser Monsieur le maire, son représentant, à signer tout document relatif à cette affaire. Merci. Pas de questions. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté. Délibération 22, déstockage de produits boutiques SPIC Château Guillaume le Conquérant. Grégoire Dagorne. Les produits concernés sont les suivants en ce qui concerne cette délibération pour le déstockage. Un livret d'exposition temporaire intitulé La Belle et la Bête, qui n'est évidemment plus d'actualité, concernait une exposition entre 2017 et 2019. Des produits illustrés par Jean-Benoît Héron, qui, bien que très 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 beau, ne fonctionne plus du tout. Donc il est proposé de les déstocker, mais d'en faire don, comme vous le lisez dans le rapport. Et puis, donc voilà, c'était tout. C'est surtout ces deux produits-là. Cette opération de déstockage n'aura pas d'impact financier négatif supplémentaire pour la collectivité, les produits concernés n'ayant plus de valeur marchande effective. Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver ce projet de déstockage des produits précités, d'autoriser leur affectation à titre gratuit aux groupes scolaires à des fins pédagogiques
et d'autoriser Monsieur le maire, en se représentant, à prendre toutes mesures nécessaires. Merci. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération 23, règlement intérieur et conditions générales de vente, camping municipal. Grégoire Dagorne. Donc on met à jour nos CGV pour le camping, notamment suite à l'ajout de notre nouvelle offre cyclotente pour cette année. Présentation de nouveaux forfaits, notamment pour les emplacements, l'air naturel, les locatifs cyclotantes et les tarifs réduits. Et puis la réglementation des locatifs, bien sûr, avec des précisions sur les modalités de réservation, d'accès, d'installation et de départ. Je vais quand même rentrer dans le détail. Pour les emplacements et l'air naturel du camping, le forfait comprend notamment l'emplacement pour une personne, le stationnement d'un véhicule, un branchement électrique conforme aux normes européennes, et l'accès aux sanitaires ainsi qu'au service des équipements et de loisirs. La capacité maximale est fixée à 6 personnes par emplacement, enfants inclus, avec des règles précises concernant le nombre et le type d'équipements autorisés. On décline les conditions d'accueil et des règles un peu plus claires relatives aux horaires de départ et à la restitution des emplacements. Pour ce qui concerne nos locatifs, le règlement précise le forfait qui comprend notamment la capacité d'accueil par locatif, le stationnement d'un véhicule, un branchement électrique et l'accès aux sanitaires. À noter qu'on les locatifs pourront accueillir 2 personnes au sein du locatif, bien sûr, et 4 personnes plus 4 personnes sur l'emplacement. On prévoit aussi des options en supplément, ménage, location de draps et couverture. Une caution sera demandée afin de garantir la bonne restitution des installations et des règles relatives à l'utilisation de l'électricité et d'éventuellement de recharge pour des véhicules électriques. Puis il y a quelques harmonisations. Disons, ça fait aussi suite à l'obtention de la 3e étoile qui forcément pointait tout un tas de petits détails, notamment la précision réglementaire du règlement intérieur. Donc voilà, on a profité aussi de ces commentaires de l'audit pour se mettre à jour là-dessus. Annexes 18 et 19 pour les grands curieux. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'actualisation du règlement intérieur et des conditions générales de vente du camping et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Merci. Des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Cette modification est adoptée. Délibération 24, camping municipal, mise en place de caution. Grégoire Dagorne. Il nous faut donc une délibération pour mettre en place la caution liée à la location des prêts à camper. Caution d'un montant total de 370 € versé par empreinte bancaire et demandé aux usagers bénéficiant des locatifs. 300 € au titre des dégradations éventuelles ou du remplacement du matériel endommagé et 70 € au titre des frais de ménage. Il y aura également une caution spécifique complémentaire de 50 € pour le matériel prêté à l'ensemble de la clientèle. Elle comprend notamment rallonge, adaptateurs électriques, jeux d'extérieur, outillage, etc. Cette évolution tarifaire permet d'assurer un équilibre entre l'attractivité du dispositif de prêt à camper, la responsabilisation des usagers et la préservation du patrimoine communal. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la proposition de mise en place des cautions et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Des questions sur ces cautions camping? Non. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération 25, convention de partenariat avec l'Office de tourisme Falaise Suisse Normande. Grégoire Dagorne. Est-ce que tout le monde me suit toujours? Il faut faire demander parce que Jean-Luc s'endort, j'ai l'impression. Merci Jean-Luc. C'était une boutade, bien entendu. Tout va bien. Convention de partenariat avec l'Office de tourisme. Donc c'est la convention qui nous permet de tenir des stands en partenariat avec l'Office de tourisme, avec des frais qui sont partagés entre le château et l'Office de tourisme. Vous avez la convention d'annexe 20. L'Office de tourisme du Pays de Falaise s'engage à assurer les opérations de réservation de stands, d'emmener, valoriser et promouvoir l'offre du château Guillaume le Conquérant, participer financièrement à hauteur de 50% au coût des stands. Et en contrepartie, le château s'engage à fournir à l'OT tous les documents nécessaires à la valorisation et à la promotion du château, accompagner ou représenter physiquement l'OT lors des salons et à participer à la promotion du territoire Falaise Suisse Normande et participer financièrement à hauteur de 50% au coût des stands. Les autres frais correspondant à l'hôtellerie, le repas et le transport resteront à la charge de chacun.
Donc annexe 20, comme je le disais, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention de partenariat avec l'office de tourisme, conformément au projet annexé, et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci Grégoire. Des questions sur cette convention avec l'office? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération 26, frais de scolarisation dans les écoles publiques, participation des communes extérieures. C'est la délibération que nous prenons annuellement pour fixer auprès des communes extérieures le coût de facturation des enfants qui sont scolarisés dans les écoles publiques. Et je vous propose cette année de reconduire le tarif de l'an dernier, à savoir 510 € pour un élève d'école élémentaire et 1035 € pour un élève d'école maternelle. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 27, actualisation du règlement intérieur du service de restauration collective à destination des familles, encadrement de l'administration de médicaments. Le service a été sollicité, les agents ont été sollicités pour l'administration de médicaments sur le temps de la pause méridienne, et il nous a semblé nécessaire de rappeler et de compléter le règlement intérieur de façon à expliquer ce que l'on fait ou ce que l'on ne fait pas, à savoir uniquement l'administration de médicaments dans le cadre d'un protocole d'accueil individualisé, un PAI, établi par le médecin scolaire et uniquement avec l'autorisation écrite des parents et sur présentation d'une ordonnance médicale. Tous les autres médicaments, nous ne les administrons pas sur le temps de la pause méridienne pour ne pas engager notre responsabilité et la responsabilité des agents. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je vous propose d'adopter cette modification du règlement du restaurant scolaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 28, modification de la convention de participation aux frais de fonctionnement du centre médico-scolaire de Falaise. Vous savez que Falaise accueille au niveau de l'école de la Crosse la médecine scolaire pour une bonne partie du territoire du Calvados, on va dire tout le sud-est, puisqu'on va jusqu'à Livaro. Et Falaise supporte la charge. Falaise a supporté l'investissement il y a 2 ans lorsque nous avons refait les locaux et supporte la charge de fonctionnement. Aussi, il y a des accords avec un certain nombre de collectivités pour refacturer à l'élève suivi des coûts de participation. On vous propose une augmentation de 5 centimes. Donc le prix par enfant était de 1,45 €, il passerait à 1,50 €. Je crois qu'on n'avait pas bougé depuis 3 ans. Et de faire quelques modifications dans la convention. Il n'y en a pas beaucoup, je peux vous les faire. Donc, considérant que les dossiers des élèves résidant sur la commune déléguée extérieure sont gérés par le centre médico-scolaire de Falaise, remplacé par considérant que les dossiers des élèves scolarisés dans l'une des communes déléguées de la commune nouvelle sont gérés par le centre médico-scolaire de Falaise. Article 1. Sur la base de 1,45 € par élève, on ajouterait par élève scolarisé dans l'une des communes déléguées. Alors tout ça fait suite à la création des communes nouvelles, puisque avant nous avions un partenariat avec les communes. Maintenant que certaines collectivités sont passées en communes nouvelles, on adapte la formulation. Et enfin, l'effectif scolaire est communiqué par le centre médico-scolaire, à savoir, et on remplacerait par l'effectif scolaire de chaque commune déléguée, communiqué par la commune nouvelle et vérifié auprès du centre médico-scolaire. C'est établi comme suit pour l'année scolaire 2025-2026. Voilà. 2 petites modifications de la convention et l'augmentation de 1,45 € à 1,50 €. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La dernière délibération, la 29, renouvellement de la convention de mise à disposition à titre gracieux d'un local du domaine privé communal aux associations ESF et USPF. Fabrice Gracia. Bonsoir à tous. La ville de Falaise accompagne depuis de nombreuses années l'association ESF et l'association USPF, notamment en leur mettant à disposition gracieusement un local qui est situé avenue de la Crosse. C'est bon, Cécile, ça? La précédente convention étant arrivée à expiration, il vous est proposé de renouveler la mise à disposition dans les mêmes conditions, celle-ci étant consentie à titre gracieux avec prise en charge des fluides par la ville de Falaise. Donc vous avez la convention en annexe 22 pour une durée de 4 ans, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la mise à disposition gracieuse d'un local situé 2 avenue de la Crosse, au profit des associations ESF et USPF,
approuver le projet de convention de mise à disposition par la ville de ce local et autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Des questions sur cette délibération? Non, je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. L'ensemble des délibérations sont épuisées. Est-ce qu'il y a une question diverse avant que je procède à la clôture? Madame Devel. Alors, ma première question porte sur l'adressage au sein de la commune. Plusieurs administrés nous ont fait part de leur surprise et parfois de leur désarroi en découvrant des modifications de nom de rue ou de numérotation sans avoir été informés ou simplement en voyant le nouveau panneau de rue s'installer. Changer d'adresse n'est pas un simple détail administratif, cela impose des démarches chronophages auprès des banques, des employeurs, des services publics, des fournisseurs d'énergie. Et dans certains cas, des habitants ont vu leur numéro changer sans même avoir reçu de notification officielle. Il y a même des habitants qui ont eu un nouveau numéro alors que vous n'aviez même pas pris encore l'arrêté. Comment cela est possible? Alors j'ai deux questions. Quelle est la stratégie de communication de la municipalité pour informer les habitants par rapport à ces changements de rue et de numéro? Et enfin, quel est le dispositif d'accompagnement concret qui est prévu pour les administrés, notamment les plus fragiles, afin de les aider dans la mise à jour de leurs documents officiels? Alors oui, de fait, le recensement pour l'instant, et puis je pense que l'envoi des plis électoraux dans quelques semaines feront découvrir à certains habitants que leur adresse a évolué pour certains, puisque vous savez qu'on a voté ensemble il y a un an maintenant des modifications réglementaires, savoir que une rue qui ne débouche pas devient une impasse, donc il y a plusieurs rues qui sont devenues impasses. Donc je dirais que pour cela, c'est pas trop compliqué, c'est plus pour les changements de numéros où là aussi la loi nous a demandé, comme on l'avait dit l'an dernier, de procéder à des numérotations qui répondent à la fois à l'enjeu numéro 1 de cette grande réforme nationale qui est la fibre, puisque chaque maison, chaque appartement doit être distinct, clairement identifié, de façon à pouvoir finir de déployer la fibre avant la fin du cuivre en 2029 ou 2030 dans le Calvados, c'est-à-dire demain. Donc ce travail a été fait, il avait été adopté par l'ensemble du conseil municipal il y a un an à peu près, de mémoire, et une communication avait été faite, une communication grand public, on va dire, au travers de la presse, au travers des réseaux, au travers des documents de la ville, de la communication de la ville. Mais il n'y avait pas eu de communication directe. Alors beaucoup d'habitants sont venus au service technique récupérer un certificat d'adressage pour lancer leur mise à jour, mais pas tous. Et on s'en est aperçu lorsque les agents recenseurs sont arrivés. Certains habitants ont découvert, ou alors quand les plaques de rue ont été positionnées, se sont dit tiens, ma rue devient impasse. Donc ce que l'on va faire, c'est que, alors ce sera une des décisions du prochain conseil municipal, c'est de lancer un marché, une prestation, parce que l'une des solutions, ce serait d'écrire à l'ensemble des Falaisiens pour leur confirmer leur adresse nouvelle. C'est-à-dire que le seul moyen que l'on ait, alors c'est dommage parce qu'à l'arrivée, il y a peut-être que 50 ou 100 Falaisiens qui ne sauront pas qu'ils ont changé d'adresse, même si au travers du recensement, logiquement, tout le monde le sait. Mais je suis d'avis, mais ça, ce sont les nouveaux élus qui prendront la décision, que l'on fasse cette démarche qui est faite par certaines collectivités, d'écrire à l'ensemble des habitants de Falaise pour leur confirmer leur nouvelle adresse suite à la grande réforme nationale. Voilà pour répondre à votre question. Il faudrait le faire tous, parce que le problème, c'est que le système national et cette base adresse, c'est ça, est incapable de nous identifier ceux qui ont changé d'adresse ou pas changé d'adresse. C'est-à-dire à partir du moment où l'adresse est changée, on ne sait plus si c'est une adresse qui a changé. Alors on pourrait le faire de mémoire, mais le risque, c'est que certains habitants passent au travers des mailles du filet. Donc le plus simple, c'est peut-être, beaucoup de collectivités le font, c'est-à-dire qu'ils adressent à tout le monde un certificat d'adressage, et puis comme ça, tout le monde sait. Alors, il y a 95% des Falaisiens qui le savent aujourd'hui qu'ils ont changé d'adresse, mais il y a peut-être 5% qui ne le savent pas. Donc vraisemblablement, moi je serais assez d'avis qu'on le fasse pour tout le monde. On a
côté, c'est un petit budget de 20 000 euros quand même, hein, c'est pas une paille. Mais je rejoins vos interrogations par rapport à ça. Ça peut avoir des enjeux, je pense aux entreprises, enfin il y a quand même un certain nombre de sujets. Et pour répondre, parce qu'il y a un élément sur lequel je n'ai pas répondu, bien évidemment, là aussi moi c'est la consigne que je donnerai si je suis encore là après les élections, c'est que le CCAS, ou tout au moins le centre socio-culturel, se mette à disposition des habitants âgés ou qui ont des difficultés avec Internet ou autre pour les accompagner au travers d'ateliers de formation. Après, ça reste à imaginer, à travailler, mais bien évidemment, la collectivité accompagnera les personnes qui sont en difficulté par rapport à ces démarches. Tout à fait, je pense que c'est le rôle aussi du centre social d'accompagner les habitants. J'ai une dernière question qui porte sur la décision que vous avez prise d'acquérir un terrain enclavé situé Venelle du Palis afin d'y aménager un belvédère. Si l'idée de mettre en valeur notre patrimoine paysager peut sembler séduisante sur le papier, la réalité de ce dossier soulève de vives inquiétudes que nous ne pouvons ignorer. À ce jour, les 16 riverains habitant le Mont Saint-Adrien, soit 10 habitations, vous ont adressé un courrier commun pour exprimer leur opposition ferme à ce projet. Certes, ce terrain mérite un entretien, c'est d'ailleurs le retour de certains riverains. Cependant, on ne peut ignorer les craintes légitimes qu'ils peuvent avoir sur la future utilisation de ce lieu, les heures d'entretien supplémentaires avec un accès difficile, la crainte d'occupation nocturne ou encore la crainte d'une baisse de la tranquillité. Au-delà de l'aspect humain, l'aspect technique nous interroge. Sur l'accessibilité, le terrain étant enclavé, quel est le coût réel estimé pour l'aménagement d'un accès sécurisé et conforme aux normes des PMR ? Sur la gestion des nuisances, quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour garantir qu'aucune nuisance nocturne ou dégradation ne vienne impacter le voisinage ? Et sur la concertation, comptez-vous maintenir ce projet en l'état malgré l'opposition des habitants ou êtes-vous prêt à engager une médiation pour trouver une alternative ? Alors oui, j'étais destinataire la semaine dernière d'une pétition. J'ai été destinataire et j'ai rencontré un certain nombre d'habitants qui étaient venus me voir pour en savoir plus. Et j'ai conseillé à tous les habitants du lotissement de signer la pétition. C'est pour ça qu'elle fait 100% de signatures. Mais un certain nombre d'habitants ont signé pour être destinataires de la réponse, mais sont plutôt favorables au projet que nous avions évoqué en conseil municipal, à savoir que c'était la volonté de la ville de se porter acquéreur de ce terrain, de façon à envisager plus tard un projet de remise en état de ce chemin de la Venelle des Palis, qui aujourd'hui est, donc c'est un chemin communal, hein, qui aujourd'hui est obstrué par une palissade. C'est au conseil, aux futurs élus. Hein, voilà, c'est une maîtrise foncière que l'on a lancée, qui a été adoptée par le conseil. Après, ce sera aux futurs élus de mettre en place ce qu'ils veulent. Moi aujourd'hui, moi j'ai une petite idée personnelle, mais après il faudra voir ce que veulent les futurs élus. Est-ce qu'ils ouvriront ou est-ce qu'ils ouvriront pas? Est-ce qu'ils installeront des ruches ou pas? Mettront des arbres fruitiers? Est-ce qu'ils feront rien? Ce sera à leur choix. C'est ce que je vous ai dit lorsque je vous ai présenté la délibération lors du dernier conseil municipal. Il y avait une opportunité d'acquérir pour une somme relativement modeste ce terrain qui a une vue exceptionnelle sur le château. C'était dommage de laisser passer l'opportunité. Après, si les futurs élus décident de revendre ce terrain à la personne qui souhaitait l'acheter, puisque parce que pour être transparent, hein, Madame Devel, pour être transparent parmi les pétitionnaires et celui qui a la manœuvre, c'est quelqu'un qui voulait acquérir ce terrain à titre personnel. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu vindicatif. Mais après, le conseil municipal a toute latitude, alors là c'est parti chez le notaire de mémoire pour la signature, mais a toute latitude de revendre à la personne en question le terrain si le futur conseil municipal estime qu'il n'y a aucun projet à mettre en place là-haut. C'était pas mon sentiment, c'était pas le sentiment de la majorité municipale. Vous vous êtes abstenu, donc j'imagine que vous n'aviez pas d'avis tranché sur la question, mais si vous êtes aux affaires dans quelques mois, vous pourrez tout à fait procéder à la vente de ce terrain à la personne en question.
Non, je trouve ça juste surprenant en fait d'acheter des terrains sans avoir de projet vraiment concret. Et en plus, vous êtes à 6 mois des élections. Normalement, bon, on ne travaille pas sur un nouveau projet, mais vous l'avez déjà dit d'ailleurs sur d'autres sujets. Ah ben, c'est pas un nouveau projet, il y a rien de. Le Belvédère, on a découvert ça en conseil municipal quand même. On a dit, il y a cette opportunité, il y a un terrain. On le fait pour tout. Enfin, vous le savez, enfin, Jean-Luc le sait. On le fait systématiquement pour toutes les sessions qu'il y a à Falaise. Systématiquement, on étudie l'opportunité de préempter ou pas toutes les sessions qu'il y a. Et là, il y a eu cette proposition. Alors, on a su avant que ça soit contractualisé entre le vendeur et l'acquéreur potentiel, qui avait cette opportunité. Et on s'est dit, c'est un terrain qui a une valeur, qui pourrait avoir une valeur touristique non négligeable, en vue d'une activité de randonnée ou quelque chose. Est-ce qu'on laisse passer ou pas? Voilà, la question s'est posée dans ces termes. Après, à charge pour, comme vous l'avez dit, on ne va pas, d'ici les élections, faire un projet là-haut. À charge pour les... Déjà, on n'est pas propriétaire pour l'instant, c'est en cours, mais ce n'est pas encore signé. À charge pour les futurs élus d'imaginer le projet qu'ils feront. Est-ce qu'ils ouvrent le chemin? Est-ce qu'ils font des bouchées ou pas? Est-ce que c'est un cul-de-sac? Est-ce qu'ils le ferment? Est-ce que... Voilà. Ce sera... je dirais, tout est à construire, mais il nous semblait intéressant d'avoir la maîtrise foncière sur ce petit lopin de terre. Voilà, si vous n'avez pas d'autres... Oui. Et la réponse donc au courrier adressé, vous allez... Je vais la faire, elle n'est pas faite. Hein. J'ai reçu la pétition la semaine dernière, mais j'y répondrai avant la fin du mandat. C'est l'engagement que j'ai pris auprès des habitants qui sont venus me voir, que j'ai rassuré à l'oral, mais je leur ai dit de signer malgré tout la pétition de façon à ce qu'ils soient destinataires du courrier que j'enverrai à la personne qui a mené la pétition. Votre réponse sera Ce que je viens de vous dire. D'accord. Voilà. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Enfin, j'ai toujours dit ça à la personne qui voulait acquérir ce terrain. Je n'ai pas changé de discours. C'est le discours que j'ai tenu aux élus de la majorité quand je leur en ai parlé. C'est le discours que j'ai tenu en conseil municipal à huis clos lorsqu'on a décidé l'acquisition de ce terrain. C'est ce que j'ai dit aux 3 habitants qui sont venus me voir, qui m'ont interpellé sur le sujet pour en savoir plus. J'aurais dit exactement la même chose. Et donc je ferai la même chose par écrit. Et j'enverrai à l'ensemble des habitants du Clos Saint-Adrien. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions diverses, je vous propose, chers collègues, mesdames, messieurs les directeurs, avant de lever la séance, de vous dire quelques mots, puisque nous arrivons ce soir au terme de ce mandat municipal 2020-2026. Ce mandat, je le qualifierais de riche, exigeant et profondément engageant pour chacune et chacun d'entre nous. Ces années ont été marquées par des défis majeurs, parfois imprévus, mais aussi par de nombreux projets menés au service de Falaise et de ses habitants. Je vous remercie d'avoir permis la mise en œuvre à plus de 90% du projet municipal. Ensemble, nous avons travaillé pour améliorer le cadre de vie, renforcer l'attractivité de la ville, développer les services à la population, investir pour la jeunesse, le sport, la culture, accompagner nos aînés, soutenir le tissu associatif et préparer notre ville aux enjeux climatiques. Nous avons également veillé à maintenir des finances communales saines en agissant avec rigueur et responsabilité. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'implication collective de ce conseil municipal. Je tiens à remercier l'ensemble des élus, de la majorité comme de l'opposition, pour la qualité des échanges et l'engagement du service de l'intérêt général. La diversité des sensibilités a nourri le débat, parfois avec vigueur, et renforcé nos décisions. Je souhaite adresser un remerciement particulier à celles et ceux qui ont assumé des délégations, les maires adjoints, les conseillers délégués, souvent avec beaucoup de temps, d'énergie et de conviction, ainsi qu'aux élus qui, pour des raisons personnelles ou professionnelles, ont choisi de ne pas se représenter. Leur engagement mérite reconnaissance et respect. Je salue les anciens élus qui ont fait un bout de chemin avec nous et qui ont, pour des raisons personnelles ou professionnelles, dû renoncer à leur mandat. Je souhaite remercier l'ensemble des directeurs qui nous ont accompagnés durant ces 6 années. Je pense, j'ai reçu un message d'elle avant-hier, Madame Justine Boiton, Monsieur Philippe Boblet, Madame Sandrine Morisset, Monsieur Maurice Benaya, Madame Corinne Rio, Madame Karine Leroy, sans oublier l'équipe qui est derrière moi et sans qui la mission d'élu serait plus difficile, voire parfois impossible à mener. Merci Stéphanie Dubois de ton engagement sans réserve pour notre ville. Merci à tes collègues directeurs, Éric Burnouf, Vianney Pettel, Richard Collat, Valérie Gasnier, Charlotte Plessis et Alison Anne. Merci au secrétariat des élus de nous avoir accompagnés durant ces 6 années. Merci pour votre présence à nos côtés, votre énergie, votre professionnalisme, votre technicité. Sans vous et l'ensemble de vos équipes, rien n'aurait été possible.
Je n'oublie pas non plus les partenaires institutionnels, le tissu associatif falaisien et l'ensemble des acteurs locaux qui ont été des piliers essentiels de l'action municipale tout au long de ce mandat. Servir Falaise a été un honneur et une responsabilité que j'ai assumé avec détermination, humilité et attachement pour notre ville. Quel que soit l'avenir politique de chacun, quel que soit le choix des Falaisiens les 15 et 22 mars, je souhaite que demeure cet esprit de dialogue, de respect et d'engagement au service des habitants. Je vous remercie tous, 29, sincèrement, pour votre engagement au service de Falaise et des Falaisiens. Je vous rappelle qu'on se quitte ce soir, mais que vous restez tous élus jusqu'à l'élection du nouveau conseil municipal, donc jusqu'au dimanche 15 à 18h ou jusqu'au dimanche 22 à 18h, que le maire et les adjoints sont en mission jusqu'à l'élection du nouveau maire et des nouveaux adjoints, à savoir soit le samedi 21, soit le samedi 28 mars. Merci à tous, et s'il n'y a pas de questions, Jean-Luc André. Est-ce que vous m'autorisez à faire une petite Avec plaisir, cher Jean-Luc. Comment dire, avant, sur l'intervention des investissements, vous avez affirmé que sur les précédentes mandatures, jamais il y avait eu des investissements à hauteur de la mandature que l'on clôture. Je pense, ouais. Vous avez des chiffres précis par rapport à ça? Parce que moi, c'est une affirmation que je conteste. Donc en fait, je ne suis pas capable ce soir, évidemment, mais je n'ai pas dit que je savais. Mais je vais vérifier. Bah, on peut regarder. Si je remonte sur le mandat précédent, c'est sur non. Le mandat d'avant... je pense que oui, puisqu'il y avait des investissements importants. Et l'antépénultième, il y a eu des investissements avec le forum et d'autres qui ont été... les réaménagements, enfin, écoutez... on regardera, cher Jean-Luc. On va demander au service d'ouvrir les archives, mais je pense qu'il n'y en a pas eu depuis je n'aime pas très trop longtemps. Cette affirmation spontanée, certes, mais qui, effectivement, peut jeter, en fait, une comparaison et un discrédit. Bon, non, il n'y a pas du tout de discrédit dans mon esprit. En tout cas, moi, ce soir, je me retire. Donc voilà, j'ai une petite prise de parole personnelle parce que je ne vais pas utiliser de chemin détourné, si vous m'y autorisez. Il y a 2 points. Alors en fait, je ne vais surtout pas me poser en donneur de leçons, mais pour autant, j'ai 2 constats que vous partagerez forcément pas. Le premier portant sur la partie financière, je vais être très court, parce que sur la partie financière, de toute façon, on est en désaccord sur vos présentations budgétaires et sur la présentation du CFU. Ça a été dit par Clara et répété, et vous avez répondu à nouveau ce soir. Donc je pense que ces écarts de résultats restent pour moi incompréhensibles. Je l'ai exprimé en commission, je ne m'y attarderai pas. Je veux plutôt, si vous voulez bien, développer un second point plutôt sur des constats généraux. J'ai la chance d'avoir été conseiller sur 2 mandatures. J'ai l'impression effectivement que le traitement de la majorité par rapport à l'opposition a été différent. J'ai l'impression que sur la précédente mandature où on était majoritaire, on avait une écoute, on avait une forme effectivement de respect, et j'ai pas la sensation à plusieurs endroits éprouver cela. Et j'appuie ça en plus, si vous voulez, mon constat un peu amer, c'est de l'attitude un peu méprisante et répétée qui s'est tenue en session, notamment à l'encontre de Clara Devel, avec des comportements en plus, quelquefois soutenus par certains membres de la majorité, des ricanements peu discrets et peu délicats. Je m'en offusque. Et je ne vais effectivement pas envoyer ça par la presse ou je ne sais quel autre média, je le dis très simplement. Et je ne comprends pas à ce moment-là, puisque je m'adresse au premier magistrat de la ville, je ne comprends pas à ce moment-là le fait que vous ayez été en absence de réaction dans ces conditions-là. Je poursuis, je vais être court. Deuxième élément que je voulais exprimer, c'est aussi quelque chose que je déteste, et vous l'avez entendu, vous le savez, on en a discuté quelques fois ensemble, c'est l'usage des réseaux sociaux. Voilà.
votre usage, l'usage des colistiers ou des apparentés, plus que douteux. Moi, je considère que c'est un mode de communication des lâches. Voilà, ça n'engage que moi, évidemment. Et je trouve que ce n'est pas honorifique pour une ville qu'à aucun moment un message déplacé ne soit réprouvé par son maire. Et en plus, dernièrement, alors évidemment on rentre dans un moment particulier, ça ne m'a pas échappé, comment on peut exonérer certains de vos responsables, je ne vais pas les désigner comme adjoints, qui paraphrasent des répliques d'Audiard pour railler sur les réseaux sociaux. Je trouve ça extrêmement déplacé, ça ne me convient pas. Après, voilà, je n'en appelle pas à votre adhésion, évidemment. Mais je vous l'exprime. Je termine avec un mot. Effectivement, vous nous avez aussi fait croire, quand vous avez été installé, qu'on allait être sur une décision ou une gestion participative. Voilà. Moi, je ne l'ai pas ressenti comme tel. Je considère au contraire qu'on a été sous une forme de démocrature. La démocrature étant effectivement, c'est vous qui choisissez, mais c'est moi qui décide. Voilà. Donc vous avez toujours fait en sorte d'appropriation, à mes yeux. Et donc, c'est quelque chose à laquelle j'expose. Alors, en fait, si je me rends sur une expression un peu facétieuse de Francis Blanche, parce que j'essaye quand même de me mettre un peu à la hauteur, effectivement, il vaut mieux viser la perfection, disait Francis Blanche, et la manquer, que de plutôt viser la médiocrité et de l'atteindre. Voilà. Donc, j'ai un sentiment par rapport en votre qualité de premier magistrat que vous devez satisfaire. Effectivement, vous ne pouvez pas vous satisfaire de cet exercice-là. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, soyez-en assurés. On est en démocratie. Ce n'est pas Jean-Luc André qui décide, mais je souhaite effectivement que notre ville soit représentée avec effectivement une attitude, un comportement digne. Voilà ce que je souhaite. Alors, cher Jean-Luc, et je conclurai là-dessus, et j'aurai le dernier mot. Ah oui, alors justement, j'allais vous dire, je me retire, parce que de toute façon, mais je savais à l'évidence, même si je n'appelais pas de réponse, que je n'aurais pas le dernier mot. Puisque ça, effectivement, de la même façon, on ne se découvre pas tous les deux, on peut se côtoyer, et je ne crois pas que je puisse vous surprendre, et je ne crois pas non plus que vous puissiez me surprendre. Donc voilà. Donc, je n'aurais pas la... Et puis, ce soir, je pense que vous me ferez la grâce d'éviter une menace qui est celle de recourir à la justice, comme vous avez pu à un certain temps, quand on était un peu virulent ou qu'on n'était pas dans l'acception de nous agiter un chiffon qui était celui de nous dire bah, écoutez, faites attention à ce que vous dites parce que moi, je vais ester en justice. Ce soir, je crois que ce n'est pas une réponse appropriée en la circonstance. Voilà. Et puis, je conclurai, je ne vais pas vous lire une petite sagesse africaine pour positiver, même si je sais qu'on ne partage pas tout à fait les mêmes valeurs, mais je voulais effectivement apporter l'eau à mon moulin pour essayer de mieux nous connaître et de mieux nous entendre, avec un côté positif. Voilà. Alors je remettrai ce document de telle façon à ce qu'il n'y ait pas de quiproquo entre nous. Voilà mon expression. Merci de m'avoir laissé parler d'abord. J'apprécie beaucoup. Et puis, ça ne nous empêchera pas de nous serrer la main la prochaine fois. Voilà. Bien. Bien évidemment, cette longue tirade appelle un minimum de réponses. Non, mais moi, je vais vous en donner une, cher Jean-Luc. D'abord, une remarque d'ordre général. Je trouve dommage de terminer 6 ans de collaboration avec de tels propos. Ça, c'est un propos liminaire. Sur le respect d'avant, je vous dis juste une chose. Vous reprenez les comptes rendus de conseils municipaux des 12 dernières années où j'étais dans l'opposition. Vous reprenez, tout a été consigné, et vous verrez que l'agressivité, la démocrature, vous ne l'avez pas vécu là. Et nous, on l'a vécu dans l'opposition. Et c'est à cette époque-là, et je me souviens d'une fois, très bien, j'étais à la place de Madame... non, à ta place, Jean-Luc, où il y avait eu une espèce de montage de 3 propos
avec 8 décembre 2014, voilà, suite Thierry à, Dubost, il y suite- avait, je suite sais à un plus, enfin, événement peu importe, très particulier. j'ai la parole, Jean-Luc. Et J'ai suite- la suite parole, à une- j'ai la parole, Jean-Luc, s'il te plaît. Et c'était très Monsieur théâtral. André, je vous prie de cesser. Et vous aviez sorti tous avec effectivement une accusation par rapport Oui. à l'hôpital. Oui. En Oui, cela, monsieur. Jean-Luc André, oui. moi je ne veux pas rentrer dans les détails. hein. Ah non, mais on ressort le dossier? Oui. Quand l'ancien maire et l'ancien député signent un courrier à l'ARS annonçant la fermeture de la maternité avant sa fermeture, oui, c'est un scandale. Et oui, il a fallu que l'opposition, à l'époque, prenne ses responsabilités et alerte l'opinion au travers de la presse en quittant la séance du conseil municipal. Et ce serait à refaire. Si j'étais dans l'opposition, je le referais. Voilà. Le respect, on n'a jamais manqué de respect ici. Concernant la gestion participative, je vous trouve un peu culotté. Il y a dans les commissions, vous avez toujours eu accès à toutes les informations. Vous avez participé. Il y a des commissions où ça s'est très bien passé. Moi, j'ai passé 6 ans exceptionnels avec Chantal Neveu. Non, mais je Il y a termine. rien Non, de mais plus on va que pas. ce qui a été fait. Jean-Luc, on va pas faire un Rien de débat plus toute que la ce qui a été soirée. fait avant avec les mêmes commissions. Vous avez La rien gestion- apporté comme novation dans cette gestion Vous participative. vous nous accusez de ne pas avoir fait une gestion participative. Je trouve que les commissions, une bonne partie des commissions, peut-être pas toutes, parce qu'il y a des endroits où vous n'étiez pas là. Alors c'est sûr que quand vous n'êtes pas là, alors après, vous allez me dire oui, mais on peut pas être là tout le temps. De C'est ce fait, que vous nous aviez répondu. exactement, mais nous, on s'est pas plaint, on n'est pas venu pleurnicher au dernier conseil municipal Mais je ne suis pas une Jean-Luc pleureuse. André, en demandant, Je m'en vais. C'est plus simple. eh bien, soit vous quittez la salle, c'est votre droit, Je mais quitte. vous portez les accusations contre ma personne et contre la majorité municipale, je ne peux pas laisser, sur ce dernier conseil municipal, dire tout et n'importe quoi. La gestion participative, elle a été faite avec les habitants, elle a été faite avec les élus de l'opposition, vous avez eu accès à tous les documents, on n'a jamais mis un point d'entrave à votre action. Je porte à l'attention de l'ensemble des élus un élément qu'ils ne connaissent pas. C'est la première réunion que nous avons eue ensemble. Parce que quand on a été élu, je voulais fonctionner comme Éric Massé fonctionnait avec l'opposition de l'époque. C'est-à-dire organiser, structurer un échange régulier entre le maire et la chef de l'opposition. Cette réunion, Jacques Lebré était présent, vous étiez présents tous les deux, vous avez refusé de mettre en place quelque mode que ce soit en gestion. Donc on ne peut pas non plus, 6 ans après, venir... Excusez-moi, Madame Devel, excusez-moi, je termine et la séance sera close. Je vais faire preuve de démocrature, éventuellement, et je trouve tout ça particulièrement gratuit de votre part, et j'irais même utiliser un mot que je n'ai pas utilisé parce que je n'ai pas envie de ternir ce dernier conseil municipal qui a été plutôt bon. Et concernant les réseaux sociaux, jamais, en qualité de directeur de la publication de la ville, j'ai laissé passer des messages insultants à l'encontre d'un élu ou des élus dans toute leur capacité ou des agents. Dès qu'il y a eu des messages haineux ou autres, on les a enlevés. Si jamais, durant les 6 ans, il y en a un qui est passé à votre rencontre, je le regrette, mais on n'a jamais, à ma connaissance, et si les services ne l'ont pas fait, ben c'est dommage, je m'en excuse, mais je n'ai pas connaissance, moi. Il y en a eu, c'est vrai, on les a supprimés. Sur votre Facebook, on les a supprimés. vous avez une de vos adjointes qui m'a quand même insulté. Ah ouais, ça, j'en sais rien, Madame Devel. Moi, je suis responsable de la communication de la ville. Je ne suis pas responsable de la communication des Falaisiens envers moi, envers vous, envers quiconque. Voilà. Je vous propose... Alors, c'est dommage que ce conseil et cette mandature se terminent de la sorte. C'est assez inédit. Mais vous terminez la mandature comme vous l'avez commencé, par la polémique. C'est regrettable, mais c'est comme ça. Il est Monsieur Monoury, c'était 20h50, la séance est levée. Je vous C'était remercie. une intervention de Jean-Luc André.